Le LBO, une pratique aujourd'hui banalisée et utilisée dans le monde entier. Le monde de la private equity, alors, est d'une sauvagerie sans pareille. Parce évidemment, les montages de private equity consistent en ce qu'on appelle des LBO, Leverage Buy Out. Alors, buy out, ça veut dire qu'on achète buy pour faire sortir de la bourse, out. Et leverage, ça veut dire que le montage d'ensemble de l'opération associe une petite part de capitaux propres et énormément d'endettement. Et le fait de procéder avec énormément d'endettement produit ce qu'on appelle l'effet levier, leverage. Pour acquérir le groupe Kion, maison mère de Fenwick, KKR et Goldman Sachs Partners investissent 850 millions d'euros, soit 20% du prix d'achat de Kion. Ils empruntent le reste, plus de 3 milliards d'euros, à plusieurs dizaines de banques. C'est le principe du LBO. Ces nouveaux investisseurs financiers, ils ont tous pour objectif de sortir dans les 3 à 5 ans. La création de cette dette impose la génération de cash par l'entreprise pour rembourser cette dette. Maintenant, toutes les personnes de l'entreprise sont impactées par le cash, parce que l'idée, c'est de convertir la plus grosse part de notre résultat d'exploitation en cash. Donc on se paye sur la bête en lui prélevant tout le cash nécessaire pour payer au banquier la dette. C'est ça qui est terrible, c'est que effectivement, cette contrainte ne nous sépare plus que de quelques crans de la prise d'otage pure et simple. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Ces opérations sont extraordinairement profitables. Mais entre-temps, alors il a fallu faire dégorger le cash à l'entreprise. Donc c'est pas du tout un capitalisme qui développe. Dans le capitalisme à l'ancienne, pour devenir un leader mondial, il fallait réinvestir le surplus patiemment accumulé pendant des décennies. Et c'était ça le rythme de croisière d'une entreprise. C'était ça sa temporalité propre. Et au bout de 2-3 décennies, alors elle était devenue vraiment une grande entreprise sur le marché mondial. Swing low, sweet cherry ho, coming for to carry me home. Pour les hommes du capital industriel, il y a une espèce de primat de la pulsion de réalisation. Ça ne veut pas dire qu'ils soient indifférents au profit, évidemment pas, mais le profit est déclassé dans la hiérarchie des priorités. Ce qui est visé, c'est l'expansion, la réalisation, c'est, créer une dynastie industrielle, par exemple. Je veux dire, les Dassault, les Bouygues, les Lagardère, etc. Créer un empire entrepreneurial. Marquer l'espace de ces constructions, pour les grands constructeurs de génie civil. Accomplir des révolutions technologiques qui vont façonner profondément les modes de vie pour un Bill Gates. Voilà, c'est ça les forces motrices, n'est-ce pas? Alors, pour ces forces motrices, le profit est un instrument, il est nécessaire, il faut l'avoir, donc il faudra le dégager pour l'investissement, pour l'accumulation du capital. Mais ça n'est pas forcément l'objectif final. Le capitalisme actionnarial révolutionne absolument tout ça. C'est son alpha et son oméga, le profit. C'est son horizon ultime et exclusif. Je veux dire, qu'il investisse dans une saboterie ou une entreprise qui fasse des centrales nucléaires, ça lui est indifférent. L'essentiel, c'est la bottom line, c'est-à-dire le profit net et le taux de rendement des capitaux propres. Et si jamais c'est faire des yaourts qui payent plus que de faire des centrales nucléaires, le capital financier quittera le secteur du nucléaire sans l'ombre d'un regret et sans l'ombre d'un souvenir pour se réinvestir intégralement dans le yaourt. Dans cette logique, KKR a pris possession de groupes de médias, de télécommunications, de distributeurs de jouets, de laboratoires pharmaceutiques, de fabricants d'électronique, de producteurs et distributeurs d'énergie, de cliniques, d'universités, d'hôtels de luxe, de chaînes de quincaillerie, de fabricants de matelas, de fournisseurs de béton, de sociétés de sécurité et d'immobilier. Henry Kravis possède un empire. Les ventes annuelles de ces sociétés dépassent celles de Microsoft, Coca-Cola et Disney cumulées. Ces 450 000 employés n'en savent rien. Ils n'ont jamais croisé le chemin d'Henry Kravis.
Pourtant, ils subissent exactement les mêmes pressions que les salariés français de Fenwick. How do we run our companies? Well, in KKR's case, our whole focus is 100% on operational improvement. How do you shorten the supply chain? How do you improve waste in the product? How do you improve productivity throughout the organization? How do you improve the sales force productivity and so on? These are the kinds of things that we do as a private equity firm, and that will not change. Julien. Donc si je résume, effectivement, tu as les gros conteneurs qui font 80 cm d'espace de travail pour pouvoir passer, circuler. Pour Henri Kravis, il reste à optimiser le cœur même de l'entreprise. Moi, ce que tu proposais tout à l'heure, là, c'est l'alimentation en diagonale, là, ça me plaît bien. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est le truc. Si on pouvait éviter les rambards, ça serait très très bien. Est-ce qu'on arriverait à trouver un rail suffisamment long pour pouvoir guider les pieds jusqu'au poste? Comme pour les commerciaux avec l'excellence, la direction de Fenwick a fait appel à des spécialistes de l'optimisation. Ces consultants-là, donc, sont venus durant une bonne année chez nous, depuis fin 2006. Tout le management a été formé, à développer, animer et former les gens sur cette démarche-là. La partie qualité, vous allez la traiter à part, enfin en parallèle du chantier, la semaine prochaine. On va mettre une petite équipe là-dessus. L'objectif, c'est vraiment d'observer la situation actuelle et de partir de là pour éliminer tout ce qui est en trop, en fait. Ce que l'on voit, c'est que l'on a 15% de valeur ajoutée. Par contre, on a quand même 85% qui sont des gaspillages. Non, ce qu'il faut, c'est évacuer là-bas les chariots. Enlever les chariots, là. Je vais regarder avec le conducteur du lot, là. On a un objectif de produire en 2/8, donc 2 fois 420 minutes. Donc par exemple pour l'UM, on est à quasiment 13 minutes. Et pour le poste de conduite, on est à 28 minutes. Tout le temps que l'opérateur met à attendre, c'est du temps qui est payé. Mais pendant ce temps-là, il ne monte pas du chariot. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum tous ces gaspillages pour que le temps de l'opérateur soit optimisé. Et aujourd'hui, celle-ci, elle sert à rien. Elle a quand même son utilité parce que tu vas stocker les batteries ici. Les batteries, elles empiéteraient sur ton allée s'il n'y avait pas la rambarde. Tu peux juste avoir une butée au sol. Tu as une butée au sol qui fait que de toute façon, elle ne dépasse pas. Puis c'est suffisant. Il faut mettre dans des B2 pour réduire le stock et le remplacement. Ça sert à rien d'avoir 4 jours de stock. On réduit les stocks en fonction des besoins. On a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça représente une surface de 106 mètres carrés. La surface productive est de 18 mètres carrés, donc 17%. C'est un énorme capital qui dort. Donc l'objectif, c'est que cet argent-là dorme le moins longtemps possible. Cette démarche, elle s'appuie sur la philosophie Kaizen. Kai en japonais, c'est changement, et Zen, c'est bon pour un mieux. Donc ça veut dire changement pour un mieux. Les principes japonais du Kaizen identifient 7 gaspillages capitaux. Stock en attente, mouvements inutiles, temps mort, surproduction, surface perdue, défaut de fabrication et surtout, tout déplacement non productif de l'ouvrier. Une réorganisation au millimètre. Sur un cycle de 25 minutes qu'on a pendulé, on s'aperçoit pour un chariot 132, il faut faire 444 mètres, ce qui représente au bout d'une semaine de travail jusqu'à 46 km de déplacement. Donc ce qui est vraiment une forme de gaspillage assez importante à ce niveau-là. John, tu saurais me dire quel est le fréquentiel à peu près le fait de retourner chercher les pièces? Si tu me dis je me déplace toutes les 2 minutes et j'ai 4 mètres pour aller chercher une pièce. Si c'est le poste des UM, on ferait qu'un par un. Et donc ici, là on mettrait le conteneur fournisseur ici, là. C'est ici qu'il le pose ou c'est ici? Non, il vient là. L'avantage, tu réduis les distances pour déplacer les contenants. Un contenant, tu veux le mettre dans l'allée, si tu n'auras plus 10 mètres à faire, tu n'auras plus que la moitié, quoi. Ce serait bien quand même qu'on descende l'UM fabriquée de l'établi, elle rentre dans sa desserte et directement dans le couloir pour alimenter la chaîne. Là, c'était sur le premier poste. Les postes qui vont être derrière, tu les approvisionnes comment? Les pièces du poste derrière jusque sur ligne.
passes par où? Faut les amener de ce point-là à ce point-là. Faut passer là-bas, hein, mais il faut pas passer dans les Tu vas pas passer au milieu du poste, hein, avec ta desserte. Tu seras obligé de passer dans l'allée. Là, on a un véritable casse-tête. Hein. Complètement. 4-5 pas, pour une journée, la fin de la journée, c'est énorme. Sur aujourd'hui, sur une plateforme, elle fait à peu près 300 mètres pour fabriquer une pièce. À la fin de la journée, elle fait 20 pièces. Donc je vous laisse faire le calcul, ça se compte après en kilomètres à la fin de la semaine. Donc on va tout réorganiser, la façon de travailler, l'implantation, de façon à optimiser les postes, les déplacements, séquencer ces opérations de travail pour que toutes les 28 minutes, on ait une pièce qui soit livrée sur la ligne de montage. Un peu moins de déplacement, mais on est plus fatigué, c'est la cadence qui est là. C'est bien sans être bien. Le lean est bien pour le client, mais pour nous, ça augmente les cadences. Ça se ressent, hein. Ça se ressent tout de suite. La promesse de gain est colossale. Quelques minutes de travail gagnées chaque jour par ouvrier, fois 400 ouvriers pour l'usine Fenwick, fois des centaines d'usines dans le monde pour KKR l'actionnaire. Dans les usines, l'ouvrier marche moins. En contrepartie, il piétine plus, mais sa productivité augmente. Son travail est désormais robotisé. Hommes et femmes se rapprochent au plus près de la machine. Cette augmentation continue des cadences, des flux, conduit un certain nombre d'ouvriers à des conditions qui sont proches de celles des sportifs de haut niveau. On sait que le sport de haut niveau, les gens sont à la limite de résistance physique, hein, c'est régulièrement des fractures, c'est régulièrement des accidents, c'est régulièrement des problèmes de tendinite. C'est des problèmes de dopage aussi. On commence à en voir beaucoup dans les usines. Hein. De plus en plus, dans les usines, il y a des problèmes de drogue. Non pas que les gens se droguent parce qu'ils trouvent ça agréable. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils se droguent pour oublier la douleur, pour oublier la souffrance, pour oublier le stress dans lequel ils sont. Je ne veux pas faire du misérabilisme social, mais il y a un véritable problème là, qui est de même nature que celui des sportifs de haut niveau. Donc, c'est vrai qu'on sent dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de cas, qu'on atteint finalement pour un travail d'opérateur, payé au SMIC finalement, des conditions de celles qui sont des champions de très haut niveau, qui peuvent être parfois payés des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, ce qui pose de vraies questions. Et que bien évidemment, si ces champions sont formés, sélectionnés, encadrés par des médecins, des coachs qui les suivent, eh bien les techniciens, les ingénieurs qui sont à l'usine ne sont pas des coachs pour encadrer des champions du monde. Face à ce nouveau système, les responsables syndicaux de Fenwick s'interrogent. Dans toutes les bouches, il n'y a plus qu'un seul mot, le toyotisme. Pour en savoir plus, c'est moi Eric. Ils contactent Eric Pecker, délégué syndical de l'usine Toyota de Valenciennes. Comme on nous a expliqué, c'est qu'on faisait des grands pas. Et aujourd'hui, il faut travailler en faisant des petits pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est quantitatif. On vous dit, cette caisse-là, ou qu'elle vienne ici, on va te la mettre juste un petit peu devant toi et tu vas gagner déjà 2 secondes. Donc on fait aller les gens toujours plus vite par des petits trucs comme ça. Et puis on voit qu'au bout du compte, les gens piétinent, restent sur place, font partie d'un rendement de chaîne, et puis on est dans un rouage, et puis on est totalement emmené comme ça nous aussi, à longueur de journée. Et ils ont fait la chasse au petit temps de récupération que les gens pouvaient avoir, et puis les gens, on a vraiment plus de temps pour souffler. C'est ce qu'on a remarqué. Eric Pecker leur apporte un livre écrit par un journaliste japonais qui a passé 6 mois infiltré dans l'usine de Nagoya, l'endroit où s'est inventé le toyotisme. Depuis sa chaîne de montage, le journaliste décrit un monde qu'il appelle l'usine du désespoir. C'était il y a 30 ans. L'ouvrage fait toujours référence. Parce que ce que vous racontez, il y a plein de choses qu'on vit nous aussi à l'usine, avec le patron qui nous disait
On est une boîte différente, on va faire pour le mieux. Le plus important pour nous, c'est l'ouvrier.